Donc on va procéder à la prochaine table ronde. J'invite donc Nicolas Henkes à venir à monter sur la scène. Monsieur Philippe Guérard. Voilà, Madame Jennifer Krief et Frédéric Hurier. Ça fait du monde, on a pris du retard et pourtant on est nombreux dans cette table ronde. Hélène Cochet, Cathy Plenel, Bernard Topuz et Gérard Esquin. Donc bonjour à tous. Moi je suis Elisabeth Belin, je suis administrative de SPT. On m'a demandé d'animer cette table ronde qui va être un peu plus terrain. On va voir des témoignages des CLSM en fonctionnement. Bon, pour ma part, je suis aussi présidente d'un CLSM à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, une ville un peu que tout le monde connaît, au moins de réputation. C'est une grande ville et une ville populaire dans laquelle les besoins de CLSM se font sentir plus encore qu'ailleurs. Et c'est vraiment avec plaisir que je dois animer cette rencontre. Donc nous avons un certain nombre d'invités sur cette table ronde. On va peut-être demander à chacun d'entre eux qui se présentent avant de parler un petit peu de leurs activités. On va commencer par Monsieur Nicolas Henkes, qui est sociologue et chercheur. Je vais le laisser se présenter et qui va nous parler de coordination en santé mentale. Oui, je fais... D'accord. Oui, donc moi je suis Nicolas Henkes, donc je suis effectivement d'abord chercheur et accessoirement donc chercheur au CNRS, dans un laboratoire parisien qui s'appelle le CERMES, et accessoirement sociologue, mais un peu historien aussi. Et c'est important, je pense, parce que pour comprendre beaucoup de choses de ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est un tout petit peu important d'avoir un peu de recul historique sur les objets. Et d'ailleurs, à ce titre, j'aurais eu envie de réagir à des choses ce matin, mais j'avais déjà prévu beaucoup de choses et un papier un petit peu compliqué, mais très pédagogique, mais du coup aussi un peu long, que je ne vais pas vous faire. Du coup, je vais essayer de ramasser, alors en espérant que ce que je vais ramasser sera malgré tout compréhensible et éventuellement même intéressant. Là, j'ai pris, comme je suis un bon petit camarade, j'ai essayé de prendre donc, le titre de la plénière comme un programme. Donc le titre c'était CLSM pourquoi faire, et donc d'apporter une réponse tout de suite. Pourquoi faire les CLSM? Donc je vais faire 3 points en fait, schématiquement. Donc ce sera mon premier point. C'est très facile. Les CLSM pourquoi faire? C'est d'abord pour mettre de la coordination dans un système, notre système de santé mentale. Et on a besoin de coordination parce qu'on est dans un système de santé mentale qui, vous le savez bien, est de plus en plus fractionné, mais il est fractionné pour une raison qui est aussi absolument, enfin, qui s'impose à nous, j'ai envie de dire collectivement, socialement, qui est que on a envie de services spécialisés. Il est fractionné parce que ce système il est spécialisation. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit? Parce qu'il est spécialisé donc. Et vraiment, le besoin de spécialisation des services, c'est une espèce de pulsion sociale qui nous pousse à effectivement fragmenter les services. C'est là où ça devenait assez compliqué, enfin le début de mon histoire, parce que je vous amenais Max Weber, Durkheim, des grands sociologues, ce qui ne m'arrive jamais, ce qui veut dire quand même que, enfin je veux dire, je cite très rarement ces sociologues dans mes interventions, mais je ne vais pas le faire. On a besoin de spécialisation et du coup pour compenser ça on a besoin de coordination. Alors maintenant une fois qu'on a dit ça, on n'a pas forcément dit grand chose et c'est là où ça continue d'être très compliqué mon affaire, parce que le terme de coordination il ne veut pas dire grand chose si vous y réfléchissez bien. Et schématiquement, ce que je voulais vous amener très pédagogiquement, c'était vous suggérer que dans coordination, on a deux éléments qui sont un petit peu différents. On a un premier élément, ce qui est qu'au fond, la coordination, c'est quelque chose qu'on aimerait. On se dit que la coordination, c'est quelque chose qu'on aimerait, parce qu'on aimerait que les gens s'aiment, que les gens fassent des choix ensemble, que les choses soient fluides. Et on aimerait qu'on fasse globalement un peu société. Donc, voilà. La coordination, dans ce sens-là, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une valeur, d'une vertu. Donc c'était mon titre, nécessité ou vertu, c'était le deuxième terme, vertu.
Mais la coordination, il y a une autre vision qui est aussi très forte. C'est aussi quelque chose qui émerge assez spontanément quand on fait des choses ensemble. Là, aujourd'hui, on fait une conférence. Assez spontanément, on essaie de se coordonner pour typiquement ne pas dépasser son temps de parole. C'est pas sûr qu'on y arrive. Et puis se coordonner aussi pour qu'on vous dise collectivement quelque chose qui a un sens pour vous. Et dans ce sens-là, la coordination, c'est pas quelque chose qu'on recherche volontairement sur le mode d'une vertu, mais c'est quelque chose au fond, qui s'impose à nous, qui s'impose dans la conduite même de nos activités, qui émerge d'une certaine façon de la façon dont on travaille. Alors je vous dis, c'est un petit peu abstrait et compliqué, et évidemment la déclinaison, le point qui nous intéressait, c'était mon titre, une question qui m'intéressait moi, et si j'avais un peu plus de temps, je vous expliquerai pourquoi elle devrait vous intéresser aussi, qui est de savoir est-ce que les CLSM ont du côté de la vertu ou de la nécessité. Je vais le faire, mais ça va être un petit peu moins explicite que ça pourrait, parce que je voudrais vous donner des petits messages là. Le deuxième point, et c'est mon deuxième message, c'est qu'effectivement, donc cette question un peu nécessité-vertu, et puis au fond, quel type de coordination on a besoin, elle se pose dans le système de santé mentale concret dans lequel on vit aujourd'hui. Et là, je voudrais quand même dire des choses qu'on n'a pas forcément dites depuis ce matin, et qui sont pas si évidentes que ça si on pense aux représentations qu'on a assez spontanément, et même plus que spontanément, j'ai peur, dans un certain nombre de textes très officiels, dans la presse, etc., sur comment c'est organisé notre système de santé mentale. Et je dis ça parce qu'on a assez généralement l'idée qu'un système de santé mentale, une politique, qu'on a quelque chose de l'ordre d'une politique d'ailleurs, de santé mentale, avec en haut des individus qui ont des idées, et puis en bas d'autres individus qui appliquent ces idées. Et donc avec une dimension assez verticale, alors c'est des termes qui sont dans des textes très très excellents et officiels comme le rapport de Madame Bonner sur le manque de pilotage. On voudrait qu'il y ait un pilote, mais un pilote c'est quelqu'un qui vous oriente, enfin je veux dire qui vous dise exactement ce que vous devez faire et qui éventuellement vous oriente un peu physiquement quoi, dans la bonne direction. Et en fait, donc on a une division un peu de l'organisation qui est un truc assez pyramidal et assez intégré, et un peu comme l'était au fond une grosse usine ou une grosse administration ministérielle, quand les administrations ministérielles n'ont jamais été si grosses que ça, mais comme une institution comme l'école ou l'armée, on va dire l'armée ça marche très bien. Donc un truc assez intégré avec des chefs et puis des gens en bas qui appliquent. Et en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça aujourd'hui dans la plupart des secteurs de l'État, il faut quand même bien le dire, mais particulièrement dans les champs de la santé qui, je vous l'ai dit, cette histoire de spécialisation, c'est une dimension de ça, mais c'est pas la seule. Le secteur de la santé qui est quand même un monde qui se caractérise globalement par deux choses. La première, c'est qu'on a créé au fond des formes d'indépendance entre les différents étages. Donc en fait, vous n'avez plus un pilote qui va vous dire en bas ce que vous allez faire. Le rôle de l'État actuellement dans la santé mentale, c'est pas de vous dire ce que vous devez faire. Enfin, c'est idéalement de vous dire ce que vous devez faire, mais je veux dire, c'est pas de vous amener à faire ce que vous devriez faire, ce qu'il a envie de vous faire. Donc typiquement, il y a très peu de sanctions si vous ne faites pas ce que l'État vous demande de faire. Et il y a très peu il y a des incitations, mais au fond, il y a très peu de contraintes à vous pousser à faire ce que vous devriez faire. Donc on a un système de cloisonnement vertical où chaque niveau est relativement indépendant. Et dans ce système, le rôle de l'État, ça a été très théorisé, et précisément dans le contexte de la politique de la ville, il y a déjà une trentaine d'années, mais le secteur était en fait un petit peu en avance là-dessus. Le rôle de l'État, c'est au fond, d'une part, d'organiser la disposition des moyens financiers éventuellement, les moyens en ressources humaines, pour que vous puissiez faire ce que vous devriez faire, d'une part, et puis éventuellement de vous animer, c'était le terme qui était dans la politique de la ville, l'État animateur, Jacques Donzelot, c'était de vous animer, d'une part en proposant des modèles, et d'autre part éventuellement en envoyant ses représentants, les préfets, les services déconcentrés, pour vous organiser un petit peu, quoi. Donc on a un premier point, c'est une dimension verticale qui est plus aussi intégrée. Le deuxième point qui est important, c'est que horizontalement, le problème c'est qu'on n'a pas non plus, comme là c'est un thème qui est très récurrent et dont vous êtes très conscient, on n'a pas non plus une forte intégration horizontale. C'est-à-dire que le système de santé mentale, quand vous le regardez, mais ça encore une fois c'est très évident, c'est une myriade de services qui au fond sont indépendants les uns des autres, je veux dire dans le sens où chacun a son petit domaine et sur lequel il est indépendant. Mais alors, là, le point que je voudrais quand même souligner, c'est qu'on parle énormément de cloisonnement, et on dit en général cloisonnement sanitaire, médico-social.
il me semble que c'est plus compliqué que ça, dans le sens où, si on regarde un peu concrètement les organisations en observateur, ce qu'on a en fait sur le terrain, c'est des espèces de réseaux qui se mettent en place, qui impliquent des acteurs très généralement de plusieurs institutions différentes. Donc, typiquement un service médico-social, quand ça fonctionne bien, il faut absolument que ça fonctionne avec les services qui adressent les patients et qui les aident à prendre en charge les patients, comme les services psy. Et c'est plutôt entre ces différents réseaux que les cloisonnements se mettent en œuvre. Donc, au fond, le rôle du CLSM, maintenant j'en viens au point, pourquoi faire, c'est effectivement de mettre de la coordination dans ce système qui est très particulier. Où, au fond, il y a très peu de choses qui émergent en termes de verticalité, au fond, il y a très peu de moyens quand il y a un petit peu de verticalité pour mettre en œuvre cette verticalité. Et puis, à contrario, il y a une myriade d'acteurs locaux, territoriaux qui font des choses ensemble déjà, et qui ont déjà une forte activité de coordination. C'est ça mon point, le point sur lequel je voudrais insister. Alors, dans ce contexte, alors c'est mon troisième point, ça serait quoi le rôle du CLSM? Pourquoi faire? Quel type de coordination ça doit apporter en plus? Le point du CLSM, c'est qu'encore une fois, il me semble que la fonction d'un CLSM, c'est pas de s'ajouter dans un système, enfin de s'ajouter en dérivation sur des réseaux de coordination qui existent déjà. Je pense que la logique de l'affaire, c'est de faire émerger quelque chose d'autre, quelque chose qui a à voir avec la démocratisation, avec une forme de progrès. Donc là, on est du côté de la vertu. Enfin, encore une fois, j'ai pas le temps de vous expliciter mon raisonnement, mais on est du côté de la vertu de mon titre. On est du côté de la vertu dans le sens où, et c'est tout le cahier des charges que le CCOMS a mis en place pour le CLSM, tout un peu l'accompagnement. Il s'agit de faire émerger des diagnostics de besoins, émerger des stratégies, émerger aussi des projets collectifs. La difficulté, et c'est mon deuxième versant, c'est qu'encore une fois qu'on a fait émerger ça, il y a très peu de verticalité. Et donc il y a en fait assez peu de moyens pour, au fond, faire de ces diagnostics, des projets et des stratégies, des choses qui s'imposent aux acteurs. Et tout à l'heure, je crois que c'est Franck Bélivier qui a prononcé le mot d'obligation, le fait que le CLSM, ça oblige les gens. C'est pas le type d'obligation légale ou réglementaire ou pas contractuelle qu'on arrivera à mettre en place par le CLSM. Ce que vise le CLSM, c'est autre chose. C'est au fond quelque chose qui a à voir avec un terme qu'on n'a pas prononcé, qui est absolument fondamental dans un système aussi compliqué et fractionné que le nôtre, et dans les systèmes médicaux contemporains, qui sont beaucoup basés sur le libre choix, le libéralisme, tout ce que vous voudrez, qui est la question de la confiance. Au fond, ce qu'on voudrait que le CLSM fasse, c'est pas tellement, enfin, c'est effectivement qu'il fasse émerger les projets, mais surtout qu'il fasse émerger les conditions de bonne application des projets. Le fait que les acteurs seront, en seconde intention, en mesure de travailler ensemble sur ces projets. Et cette question de la confiance, elle est cruciale, et je pense encore une fois, c'est un terme sur lequel il faudrait qu'on arrive à réfléchir collectivement, et d'autant qu'elle n'est pas si évidente, et je vais conclure là-dessus, elle n'est pas si évidente que ça, dans un système qui, comme l'a rappelé tout à l'heure Marianne, se caractérise pas simplement, enfin se caractérise par la pénurie de moyens, le fait que tous les segments sont en tension, mais c'est pire que ça, il me semble. C'est surtout dans un système où l'allocation des moyens se fait sur la base de la mise en concurrence des acteurs. C'est-à-dire que l'argent que vous versez, par le système des appels à projets, par le système des enveloppes qui sont éventuellement déterminées et limitées, c'est la logique du rationnement, il repose sur au fait la sélection d'un certain nombre d'individus qu'on va faire émerger dans un système mis en concurrence. Et du coup, la tension fondamentale qu'il y a dans un dispositif comme le CLSM, c'est d'introduire de la confiance dans un système où il y a énormément de forces extrêmement centrifuges. Et je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir fait l'effort de vous dépêcher avec le retard qu'on a, mais c'était intéressant. Bon, on reste avec le mot de confiance. Je pense que c'est important. On va passer la parole maintenant à Monsieur Philippe Guérard, président d'Advocacy. Il va se présenter aussi. C'est la parole aux usagers, aux personnes confrontées aux soins psy. Merci, Monsieur Guérard. Merci, bonjour. Voilà, je me présente, je suis Philippe Guérard, je suis président d'Advocacy France et je suis là à l'invitation du CCOMS, mais aujourd'hui je suis plutôt très ému d'être là parce que j'ai une pensée particulière. Mon vice-président qui nous a quittés il y a à peu près un an, Claude Étoin, que vous connaissez tous au CCOMS, qui a été quelqu'un qui a toujours porté la parole d'Advocacy et surtout la parole des usagers.
Donc je ne pouvais pas être ici sans lui rendre hommage. Je pense que Jean-Luc, tu partages tout ça. C'était vraiment quelqu'un qui nous a beaucoup aidés dans la réflexion, dans la prise en compte de la parole de l'usager. Donc je voulais le dire parce que c'est un copain qui est parti trop vite et qui nous a apporté beaucoup dans la réflexion de l'histoire des associations d'usagers, notamment en tant que président du GEM, j'ai du mal à me rappeler du nom, mais ça pourrait me revenir. Nord-Mentalité, oui, merci. Voilà, je voulais lui rendre un petit hommage comme ça de la place où je suis, parce qu'il a été quelque part un peu mon bras gauche, parce que chez moi, c'est pas un bras droit dont j'ai besoin, il marche bien, c'est plutôt d'un bras gauche. Une anecdote, et bon, il était dans la compensation par rapport à moi, et puis dans les idées, et toujours dans l'opposition de ce qu'on pouvait dire, en même temps très, une tête de l'art, mais vachement constructif. Je garde des souvenirs très très émouvants sur sa présence partout où il était, parce qu'il savait gueuler, dire « je suis là, je veux qu'on m'entende ». Voilà, c'est ça, être usager, c'est aussi de pouvoir avoir le droit de dire « écoutez-nous », parce que là, vous êtes entre vous, vous m'excuserez monsieur, mais tout à l'heure, vous avez pris la parole, mais je me mettais à la place d'une personne qui est sous camisole chimique, qui serait là. Ah, vous n'aurez pas écouté, moi-même j'ai du mal, vous voyez, je viens ici pour découvrir, mais bon, je vais peut-être être hors sujet, moi je ne suis pas quelqu'un qui prépare des discours, je suis quelqu'un qui est plutôt auprès des gens, et je pense qu'aujourd'hui, on demande beaucoup aux usagers, mais on ne s'adapte pas à l'usager. Je pense en termes de représentation, par exemple, est-ce que vous imaginez la représentation d'une association d'usagers le matin à 10h dans un conseil d'administration d'hôpital avec une camisole chimique? Est-ce que l'administration ne devrait pas réfléchir? Est-ce qu'on ne devrait pas changer les horaires pour que la personne puisse être disponible dans sa tête et pouvoir prendre réellement la parole et parler de ce qu'elle a envie? Parce que c'est souvent ça. On est là, alors moi la représentativité potiche, ça m'inquiète, ça m'intéresse pas. Je veux dire, si on ne donne pas davantage de moyens et si on ne met pas au service des usagers l'adaptation des horaires, imaginez quand même quand on fait une journée de travail, on a une pause. Quand vous êtes dans un conseil d'administration d'hôpital, que vous, de 9h à midi, vous y passez la matinée, qu'il n'y a même pas une pause, vous imaginez ce que ça peut faire comme destruction chez une personne? Elle est là, elle n'a pas envie d'être regardée plus que d'autres. Alors, je voulais dire que l'usager, ça va. L'usager, ça va. L'usager au centre du dispositif, j'en ai marre. L'usager, il a envie d'être avec vous, d'être parmi vous. Il n'a pas envie d'être au centre qu'on le regarde comme quelqu'un qui est différent de tout le monde. Et ça, c'est de la stigmatisation. Donc, si la représentation, c'est ça, moi je dis non. Il faut laisser la place à d'autres, à des gens qui savent faire et qui parleront pour nous. Et ça sera plus facile comme ça a été pendant des années. Et aujourd'hui, si on veut vraiment redonner du sens à la parole de l'usager, il faut que l'institution s'adapte à l'usager, que ce ne soit pas le contraire. Ce n'est pas à l'usager de se faire violence pour participer à des débats qui sont des débats intellectuels, des débats de technocrates où on n'y comprend rien. Et je crois que ça, si on n'a pas compris ça dès le départ, et c'est là où j'ai envie de venir au CLSM, effectivement, c'était l'outil essentiel qui nous manquait depuis longtemps. Bravo à ceux qui l'ont inventé, parce que c'était en 2002 qu'il a fallu faire ça. On a un peu de retard, mais je veux dire que la proximité pour un usager qui n'a pas l'habitude de sortir, qui est isolé dans son monde, de pouvoir avoir la proximité avec le voisin, avec le médecin généraliste, c'est ça la citoyenneté. Je crois qu'on peut pas toujours étoindre tout le monde. Enfin, on a posé, et honnêtement, je vous dis, moi j'en ai un peu marre, j'ai 65 ans. J'ai grandi dans le milieu hospitalier, j'ai fait une rupture de névrie, j'avais 15 ans, j'ai fait une hémorragie cérébrale, j'avais 10 ans, enfin voilà, j'ai passé toute ma vie à être dans des structures, tout ça, et j'ai vu ma vie défiler, j'ai jamais vu être acteur de ma vie. Donc aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il faut que les usagers soient acteurs de leur propre vie, et je crois que c'est dans la proximité qu'ils pourront prendre la parole et pouvoir être entendus, parce que je crois que les ARS et tout ça, je suis désolé, je suis peut-être un peu dur, mais les usines à pétrole, j'en ai marre, moi, les usines à gaz, je voudrais un peu qu'on prenne la parole. L'autre jour, une personne que j'accompagnais, qui est effectivement en santé mentale,
qui dit à la directrice de l'MDPH, voilà, moi j'ai une difficulté, je rentre dans aucune case. J'ai 30 ans, je voudrais travailler, je ne sais plus trop la pathologie qu'elle avait, enfin une pathologie très difficile. La personne, elle attendait, c'était dans le cadre du film qu'on a fait, Les chercheurs en folie. C'était une recherche-action auquel on a répondu, c'est dommage parce qu'on n'aura pas le temps de le passer, puis c'est un peu long. Pauline nous a bien dit qu'on ne pouvait pas tout faire et je respecte. Mais là où effectivement la personne s'exprime devant la directrice de la MDPH et dit voilà, moi je ne rentre pas dans les cases, j'ai trop de culture pour aller en CAT, je suis trop handicapé pour aller dans l'emploi normal, en même temps j'ai des diplômes, j'ai un bac+5, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour être comme tout le monde, et aujourd'hui je suis freiné. Et la directrice, le représentant, ah oui, oui, c'est difficile ce que vous vivez. Ça, elle le savait, vous voyez. Une réponse qu'elle attendait, c'était plutôt comment on peut vous aider. Mais c'était plutôt du genre, pour fermer la question, c'était de lui dire, ben non, c'est très difficile ce que vous vivez, c'est pas simple. Alors qu'en fin de compte, directrice de MDPH, c'est elle qui devrait avoir les outils pour orienter, dire écoutez, on pourrait peut-être revoir votre dossier plus précisément et vous aider dans le cadre de l'accompagnement individuel. Et hier, j'étais avec elle à Paris, à la Fondation de France, avec la personne en question. Elle s'est vraiment éclatée pour dire vraiment ce qu'elle pensait de l'institution, comment on recevait la personne, qu'on ne prenait pas en compte la parole de la personne parce que dès le départ, elle est fichée. Pas tellement on dit qu'on est en santé mentale, on est suspect, on ne nous écoute pas, on nous laisse de côté. Vous voyez, tout à l'heure, moi j'ai monté les marches, il y a de l'empathie pour moi en tant qu'handicapé physique. Mais si je prends le train ce soir, comme j'ai pris hier, on va m'accueillir avec beaucoup d'empathie, on va me présenter un fauteuil roulant, on va m'aider à me déplacer. Et j'ai eu l'occasion de voir une personne paumée devant un train, sur un quai de gare, complètement perdu, qui s'énervait, qui tournait en rond. Personne n'est venu lui dire vous voulez un coup de main? Ben non, elle ne boite pas, ça ne se voit pas. Alors on peut la laisser tourner en rond comme ça, la catastrophe, elle s'énerve, après elle va être agressive avec le public qui attend son train, et on va porter un jugement, alors qu'elle, elle est victime de sa propre, parce qu'elle n'a pas de carte d'invalidité. Remarquez, moi on me demande encore ma carte d'invalidité pour prendre un fauteuil roulant. Alors à chaque fois, je fais un peu d'humour, je dis mais non, je boite, c'est pour la pension. Mais bon, vous voyez, il faut toujours justifier davantage, c'est problématique, alors qu'en fait, la personne en souffrance psychique, elle a autant besoin de moi pour prendre le train. Elle est un peu perdue, elle a du mal à comprendre comment ça se passe dans la foule, et elle a laissé pour compte. Alors voilà, vous voyez, c'est un petit peu tout ça, l'idée de l'advocatie, c'est de remettre un peu la personne vraiment dans des situations où elle a le droit d'exister avec sa difficulté. Quand on veut parler de compensation, la compensation, c'est pas uniquement un fauteuil roulant, c'est aussi, vous voyez, un bras pour m'aider à monter les marches. Ben, pour la santé mentale, la compensation, c'est l'aide humaine. Et là, je suis que Marie-Jeanne soit là parce que depuis un certain nombre d'années, j'avais un petit peu une dent contre une femme, je vous le dis honnêtement, parce que je trouvais qu'elle parlait trop à notre place et pas à la place. Voilà. Et Marie-Jeanne, l'autre jour, on avait un rendez-vous avec le juge de privation de liberté. Elle a dit un mot qu'elle s'est excusée de dire après. Elle m'a dit excusez-moi, elle a dit au juge excusez-moi, c'est mon petit côté militant. Mais je lui ai dit mais c'est ça qu'il faut à l'UNAFAM, c'est des militants qui sortent un peu uniquement, qui sortent de leur rôle de famille, qui deviennent vraiment porte-parole des usagers. C'est là où on pourra travailler ensemble et qu'on pourra faire. Et je trouve que c'est hyper agréable, je voulais le dire devant tout le monde, parce que franchement, il s'agit quand même de personnes. Avant, on avait du mal, l'advocatie, c'était considéré comme les râleurs, les gens qui avaient envie de changer tout, alors qu'en fin de compte, moi je suis pas anti-psychiatrie, je trouve qu'en France on a la chance d'avoir une psychiatrie, maintenant c'est à nous à l'intérieur d'essayer de la changer. Et je crois vraiment au CLSM parce que oui, j'ai été très ému par la parole de la députée parce qu'effectivement c'est ça qu'il nous faut, c'est le soutien politique, parce que nous les militants on peut toujours essayer de déplacer des montagnes, mais on n'y arrivera pas tout seul si effectivement il n'y a pas un relais politique à tous les niveaux que ce soit, parce que c'est là où les choses se passent, c'est là où effectivement on peut accompagner, nous en tant qu'usagers, on peut accompagner votre parole politique
parce qu'on sait de quoi on parle, on est les experts, c'est nous qui savons de quoi il a l'air. L'autre jour, à une réunion, c'est pareil, une personne, une professeure de psychiatrie, excusez-moi, j'ai le droit de me faire taire. Hein. Oui, allez-y, concluez. Parce que vous êtes arrivé à vos 10 minutes. Non, parce que l'autre jour, j'étais avec la même personne qui lui disait combien c'était difficile de pouvoir prendre la parole quand on était sous camisole chimique dans la représentation des usagers. Et la professeure de psychiatre, que je n'aimerais pas, répondait à la personne « Mais non, vous dites n'importe quoi, ça n'existe plus, la camisole chimique. » Elle lui dit bah, « Prenez le médicament à ma place, vous verrez si ça n'existe pas. Parce que vous êtes là, vous donnez les médicaments, mais vous ne les prenez pas à notre place, vous ne savez pas les effets secondaires que ça a sur moi. Comment moi je lutte le matin pour me lever ?» Merci Monsieur Guérard pour votre témoignage. Moi ce que je retiens, c'est que, pour revenir sur notre sujet du jour, c'est les CLSM, je retiens que la participation des usagers est plus facile en proximité, mais je pense qu'ici on en est tous convaincus puisqu'on anime des CLSM, et c'est vrai qu'on se pose tous la question de savoir comment on va impliquer les usagers, et c'est en proximité qu'on arrive à impliquer les usagers, et merci pour votre témoignage. Bon, ensuite j'ai eu un ensemble de 2 personnes à faire intervenir qui doivent tenir dans les 10 minutes logiques, et on va parler, je pense, de jeunesse, de santé mentale et jeunes, avec des personnes qui nous viennent de Suresnes, donc Jennifer Krief et Frédéric Murier. Ils vont se présenter, nous expliquer un petit peu leur projet. Oui, bonjour. Donc effectivement, Jennifer Krief, je suis responsable du service prévention en santé publique et soutien aux habitants de la ville et coordinatrice du CLSM. Alors la dénomination du service n'est pas anodine. Je vais passer très rapidement sur des éléments un petit peu pour contextualiser la ville. C'est une ville qui est dans les Hauts-de-Seine, de 50 000 habitants environ, et avec une population de plus en plus jeune aussi qui nous permet de continuer à travailler sur cette thématique-là, enfin qui renforce en tout cas les actions qu'on a sur cette thématique. Et l'historique, qui me semble important, vu tout ce qui s'est dit aussi ce matin, c'est que sur la ville existait un atelier santé-ville il y a quelques années, et que le territoire est sorti des quartiers politiques de la ville avec la redistribution des subventions. Donc c'est pas du tout anodin dans la construction des actions qui ont été menées. Puisque le CLSM a été mis en place en 2012, mais avant ça, donc l'ASV préexistait, et il y avait une thématique un petit peu générale sur la santé des jeunes, et à l'issue d'une étude sociodémographique qui avait été faite et d'une étude des besoins sociaux, était apparu le mal-être psychique ressenti par la jeunesse. Donc très rapidement, et concomitamment d'ailleurs avec la création du CLSM, il a été décidé par la collectivité de mettre en place au sein des collèges, progressivement, des points écoute jeunes pour faciliter l'accès aux soins, en tout cas l'accès au repérage avec des psychologues, un psychologue clinicien qui pouvait intervenir. Puis on est sorti des quartiers prioritaires, donc il a été décidé, et le CLSM a été monté. Donc on a réintégré la thématique de la jeunesse au sein du conseil local en santé mentale en créant un groupe de travail spécifique là-dessus. Aujourd'hui, c'est un groupe de travail qui est très vivant, très actif, qui réunit une 50aine de partenaires, avec évidemment la pédopsychiatrie, tous les services du département, l'éducation nationale, les collèges, les lycées, sur une information jeunesse, et Frédéric va se présenter, l'éducation populaire, l'éducation, enfin la médiation spécialisée, la PJJ, etc. Alors, on a un petit peu redécoupé pour tenir dans les 10 minutes. Très rapidement, les premiers objectifs, en fait, et Frédéric va en parler mieux que moi encore, il y a depuis très longtemps un maillage important sur la ville avec une dynamique partenariale qui préexistait à l'existence du CLSM. Donc le premier objectif pour nous dans la coordination, ça a été de renforcer ces liens-là, de pouvoir donner aux différents professionnels une culture commune sur la santé mentale, parce que tout le monde sait à peu près de quoi on parle, mais finalement personne ne sait vraiment de quoi on parle, surtout sur la souffrance psychique des jeunes, avec plein d'orientations différentes, de redonner un sens aux actions de chacun, dans les limites aussi de ce que chacun sait faire, peut faire, quelles sont les compétences des uns et des autres, pour arriver ensuite à mettre en place des actions qui soient concertées et coordonnées en fonction des besoins exprimés.
Je crois qu'on tient particulièrement l'un et l'autre et tous les partenaires du groupe à ce qu'on ne vienne pas plaquer un certain nombre d'actions, mais que ça soit vraiment des demandes qui émergent du territoire et des différents professionnels, ce qui prend énormément de temps. Vous parliez de confiance et je crois absolument en ça, parce qu'on n'a pas tous la même temporalité, on n'a pas tous les mêmes, enfin les partenaires n'ont pas tous la même temporalité ni les mêmes besoins. Donc voilà, donc, très concrètement, ça a été organiser de très grosses réunions en posant les mêmes questions aux professionnels qui étaient comment est-ce que je repère un jeune qui ne va pas bien, qu'est-ce que j'en fais, à qui je transmets cette information-là. Et souvent, ils ne savaient pas déjà comment est-ce qu'on repère et pourquoi est-ce que c'est à eux qu'on demande de repérer ça. Par exemple, les enseignants, ils n'estiment pas forcément avoir cette place-là. On a aussi travaillé sur la création d'un guide qui soit un outil commun pour de l'orientation. Et puis beaucoup de formations, des formations croisées, en ayant le parti pris de ne pas faire intervenir des professionnels très réputés en France pour parler des sujets, mais en faisant intervenir des professionnels du territoire, donc des psychiatres, des pédopsychiatres du CMP, l'équipe de liaison en addictologie de l'hôpital Foch, qui est l'hôpital normal à côté, et puis ça peut être aussi des éducateurs sur différentes thématiques, non seulement pour renforcer la culture, mais aussi pour que les professionnels apprennent à se connaître et à travailler ensemble. Voilà globalement. Bonjour à toutes et tous. Alors je me disais en vous écoutant depuis ce matin qu'en fait je faisais office de vilain petit canard parmi vous. L'histoire finit bien, ça me va très bien, hein, le vilain petit canard, parce qu'en fait je fais partie du secteur, d'un des rares secteurs qui n'a pas été nommé. On parle beaucoup de partenariat, de transversalité, de décloisonnement, et pour moi le CLSM c'est aussi et surtout peut-être même pour moi de la prévention, et on parlait de déstigmatisation, et le secteur de l'éducation populaire notamment, que je représente là, me paraît incontournable. Alors c'est vrai que donc moi je suis directeur de Surinformatique pour mettre en place des actions de prévention, de sensibilisation sur les problématiques qui nous sont remontées du terrain, voilà, sur les besoins qui sont recensés parmi eux. Et c'est vrai que depuis, parallèlement à ce que vient de vous exposer Jennifer, depuis des années, on est de plus en plus sollicité pour intervenir sur des situations de harcèlement, de violence, d'irrespect. Et là, depuis 2-3 ans, c'est le mot estime de soi qui revient en permanence. Et en faisant ce en fait, elles viennent des représentations, des mauvaises représentations ou des représentations du fait même qu'il y ait des représentations des forts, qui prédominant chez les jeunes, qui créent ces situations conflictuelles ou problématiques et qui peuvent aboutir à des situations de mal-être. Alors, du coup, c'est naturellement qu'on s'est trouvé avec le service, d'abord, dans un premier temps, le service prévention santé. J'avais pour coutume de dire que, en fait, moi, c'était la prévention des jeunes et Jennifer, la prévention de la santé. Eh bien, on se retrouve sur beaucoup d'actions, de la prévention santé des jeunes, tout simplement. Et puis le CLSM, c'était la directe lignée de ça aussi. Puisqu'en fait, moi, j'ai l'impression, alors c'est presque, je suis étonné qu'on n'ait pas davantage parlé d'éducation populaire ici, parce que pour moi, j'ai l'impression de faire ça, de faire de la santé mentale, j'ai l'impression que c'est 100% de mon métier. Puisqu'en fait, je ne fais que des choses qui contribuent au bien-être des gens, enfin des jeunes en l'occurrence. Mais l'idée, c'est celle-là. Alors, on ne parle pas de la santé dans l'aspect de traitement du mal-être ou de la maladie, qui est un aspect sur lequel je n'interviens pas, mais santé dans le sens bien-portance, on est en permanence dedans. Et pour moi, le premier niveau de prévention, c'est celui-ci, faire en sorte que chaque individu se sente bien, se sente mieux. Et le deuxième aspect de la prévention, c'est faire en sorte que chaque individu aille vers les autres, créer de l'empathie, déstigmatiser, créer de l'empathie individuelle et non pas vers un groupe, pas vers des catégories de gens, et donc les amener à échanger les uns les autres. Et puis après, il y a différentes histoires qui ont été relatées là, qui sont assez révélatrices de cette dynamique. Donc voilà pour la partie, le lien que je vois pourtant très évident entre toute l'éducation populaire et le CLSM, en tout cas sur la partie prévention.
et la partie santé dans le sens bonne santé et accompagner la bonne santé. Alors après, ça se traduit aussi en actes et en projets, et on va utiliser nos dernières minutes d'intervention pour vous les présenter. Parce que là où je suis aussi d'accord, c'est que la coordination, ça passe par des projets communs avant tout. Se réunir autour d'une table, c'est bien. Travailler ensemble pour se découvrir, c'est tellement plus efficace aussi. Et du coup, on va vous présenter quelques exemples de programmes qui sont assez fréquents. Oui. Du coup, on va vous en présenter que deux, puisqu'il y en a un qui est extrêmement récent, où je vous parlais de formation. On a mis en place des formations, enfin une formation à un guide pédagogique qui a monté le Psycom, que certains doivent connaître, qui est trouver des stages ou qui se retrouvent dans des structures pas intéressantes, enfin des stages plutôt subis que choisis, et que le problème n'était pas là. Le problème, il était sur réfléchir sur eux, sur ce dont ils avaient envie, là pas forcément pour leur carrière dans une dizaine d'années, mais là tout de suite ce dont ils avaient envie, et avant même de savoir se questionner sur ce dont ils avaient envie pour eux, c'était difficile parce qu'en fait ils ne se connaissaient pas eux-mêmes. Et là forcément on arrivait à des demandes sur l'estime de soi. Donc forcément, il y a un CLSM chez nous. Il y a un CLSM à Suresnes, on va se retourner, on va solliciter, en l'occurrence Jennifer Krief, et puis on va travailler ensemble. Et ça a donné lieu à une première phase d'expérimentation dans un collège qui a consisté à mettre en place plein d'ateliers différents, pris en charge par plein de personnes différentes. Et les premiers ateliers n'ont consisté qu'à une seule chose, mais essentiel à tout, c'était permettre, à travers un questionnaire, un guide, des jeux, de se connaître pour les jeunes, de cibler leurs faiblesses, leurs forces, leurs qualités, leurs envies, et aussi de cibler la façon dont ils pouvaient être perçus par les autres. Et ça en termes d'estime de soi, et du coup de renforcement de leurs compétences psychosociales, c'était essentiel. Et du coup, cet atelier avait un double impact, c'était contribuer au bien-être de la santé mentale, renforcer leurs compétences psychosociales, mais aussi, du coup, savoir les valoriser à travers un CV, à travers même un CV. Merci pour votre exposé. Je sais que quand on est passionné, on n'a pas envie de s'arrêter. Merci donc pour avoir fait le lien entre l'éducation populaire et le CLSM. Et moi, ce que je retiens, c'est adopter des projets qui émergent du territoire, et ça fait un peu écho à l'expérience que j'ai sur mon territoire. C'est qu'on a souvent la tentative de la part des financeurs d'homogénéiser tous nos projets, d'uniformiser les choses. En fait, vraiment, ce qui émerge des CLSM, c'est les besoins locaux, et vous avez raison de nous montrer les besoins locaux qu'il y a à Suresnes, et je pense que c'est ça qui est important. On va continuer avec les quartiers politiques de la ville de Lille, en la personne d'Hélène Pochet et de Cathy Pénel, qui vont nous parler des espaces écoute santé, c'est ça? Allez-y, présentez-vous. Bonjour à toutes et tous. Ça met un petit coup de pression quand même d'intervenir, qui est imperceptible pour vous, puisque le charisme qui se dégage de moi fait que vous ne vous rendez pas compte, mais à l'intérieur, ça met quand même un coup de pression. Donc, je suis Hélène Pochet, je suis responsable du service santé à la ville de Lille.
Et avec cette mission en 10 minutes de vous présenter un projet que nous avons mis en place depuis 2 ans, qui sont les espaces écoute santé. En effet, là on a pas mal parlé de diagnostic ou pas, mais en tout cas de pathologie psychiatrique. Une des difficultés qui n'est pas une difficulté lilloise, qui est une difficulté nationale, c'est, pour le dire rapidement, la non prise en compte de la souffrance psychique des personnes. Demain, je me fous de la cheville, je vais chez le médecin, on me prescrit des séances de kiné et je suis soignée. Demain, je ne vais pas bien, je suis angoissée, j'ai des problèmes d'estime de moi, je suis isolée socialement, je ne vais pas bien. Enfin, globalement, on va me dire plein de discours de faux que yaka, sors de chez toi, etc. J'irai peut-être voir mon médecin, on me donnera peut-être un traitement, mais si je n'ai pas les moyens économiques d'aller voir une psy ou un psy en libéral, ben je resterai avec ma souffrance, qui est une souffrance réelle, mais qui est souvent peu estimée, autant par le grand public que par certains professionnels. Du coup, il y a eu toute une réflexion là-dessus que M. Crépel a souhaité. On a la chance que le service santé soit rattaché au CCAS et que notre politique volontariste ait pour fil rouge l'accès à la prévention, au dépistage, aux droits, aux soins, pour toutes les personnes et en particulier les personnes les plus éloignées. Donc on a d'abord fait un petit diagnostic qui ne vaut pas des diagnostics sérieux de chercheurs, mais quand même un petit peu. On est sérieux quand même. Avec les gens, d'abord. Clément qui était là à l'origine, et je le remercie beaucoup. Voilà, ce dont les gens avaient besoin. Et c'est vrai que dans les besoins en santé, la première chose qui remonte, ce sont des choses sur le bien-être. Quand on va dans n'importe quel quartier, c'est le bien-être qui ressort toujours. Alors c'était marrant parce qu'il y a une dissonance entre les discours des professionnels où on dit « Ah non, sur ce quartier-là, il faut bosser sur l'hygiène ». Puis on interroge les gens, puis ils disent « Bah nous, on aimerait bien bosser sur l'aromathérapie ». Et ben on se rencontre pas, donc du coup, on bosse sur l'aromathérapie. Les gens, les professionnels et notamment mes collègues qui travaillent tous les jours, qui vont pas bien, qui sont en mairie de quartier, qui sont travailleurs sociaux et qui travaillent de plus en plus avec des gens qui vont pas bien, avec la déshumanisation des accueils. Quand vous devez passer par l'informatique pour prendre un rendez-vous, quand vous devez appeler une plateforme téléphonique, où vous avez des gens différents à chaque fois, et bien les gens qui sont très isolés, ça les isole encore plus, et ils vont encore moins bien, et le repli se fait en mairie de quartier. Je salue tout leur travail parce que vraiment, ils se retrouvent avec des gens qui sont voilà, de plus en plus mal. Et je suis allée dans toutes les mairies de quartier, j'ai fait des entretiens avec mes collègues, avec des gens aussi qui venaient voir mes collègues, qui exprimaient très fort, je me rappelle d'une jeune fille qui a exprimé très fort ce mal-être. Et on a réfléchi ensemble à ce qu'on pouvait mettre en place, en lien avec le CLSM, en lien avec le PSM de l'agglomération lilloise également, et en lien avec les structures de terrain. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour prendre en compte cette souffrance psychique? On a commencé sur un quartier qui est un quartier pas prioritaire, qui est un quartier Vauban-et-Querne, et sur un autre quartier prioritaire, qui est le quartier de Fives. Actuellement, on est à 6 espaces écoute santé sur 10 quartiers de la ville. 3 structures porteuses, le centre de santé de Fives qui porte 4 espaces écoute santé, la maison dispersée de Moulins qui est une maison de santé pluriprofessionnelle qui porte donc celle de Moulins, et le centre de santé polyvalent pour l'île Sud. L'idée c'est quoi? C'est de proposer pour les personnes suivies par les intervenantes sociales des permanences de psychologues gratuites sur orientation des intervenants. L'idée c'est d'être un levier dans le parcours social global de la personne. On n'est pas sur de la psychothérapie longue, on n'est pas sur de la consultation gratuite, tout public, etc. On est vraiment sur la permanence psy comme levier pour le chemin de la personne, que la personne puisse poser sa souffrance psychique, qu'elle puisse être entendue et reconnue dans cette souffrance, dans un lieu non stigmatisé, connu du public, la mairie de quartier.
une demi-journée par semaine par mairie de quartier. Notre idée aussi de se baser sur des structures pluriprofessionnelles et au cœur du quartier, c'était aussi de pouvoir faire accéder les gens à des soins somatiques. Parce qu'on est parti du postulat que si la personne manque d'estime de soi, elle dénigre aussi sa santé physique. J'avoue, personnellement, je pensais que c'était un objectif qu'on aurait à moyen long terme. En fait, je suis assez étonnée des résultats, puisqu'on est entre 10 à 25% des personnes qui rentrent dans un parcours de soins, à mesure bien sûr de leurs attentes et de leurs possibles. On n'a pas prévu un protocole de voilà, vous allez faire d'abord vous allez puis après vous irez voir. Non, c'est en fonction des attentes et des possibles des personnes. Et du coup, Cathy vous expliquera tous les résultats qu'il y a eu déjà là-dessus. Voilà, dire aussi qu'on œuvre aussi en prévention primaire avec le développement des compétences psychosociales, parce que tout ne se joue pas. Comme dirait Boris Cyrulnik, tout se joue avant la mort. Mais beaucoup de choses se jouent dès l'enfance. Et du coup, le développement d'actions précises sur le développement des compétences psychosociales, mais aussi en tant qu'éducateur et éducatrice, comment dans nos animations, on peut essayer d'être un peu plus dans la coopération et dans le développement des compétences psychosociales des enfants dès le plus jeune âge, et pas dans la compétition, etc. Et donc, je laisse la place à Cathy qui s'occupe de la coordination et du coup qui va vous donner des éléments d'évaluation aussi de ce dispositif. Bonjour, donc je suis Cathy Penel, je fais partie du centre de santé Lille-Fives, donc un quartier qui est politique de la ville. Donc on s'est lancé dans l'aventure avec notre psychologue Julia, donc sur le quartier de Vauban et de Fives, qui sont deux quartiers complètement différents de Lille, avec des problématiques différentes. Là maintenant, actuellement, on s'occupe de Fives, Saint-Maurice-Pelvoisin, Vauban, Icam et Oisem, où les problématiques sont différentes les unes des autres. Donc Julia a cette capacité de pouvoir s'adapter un petit peu à toutes les personnes qu'elle rencontre. Alors je vais juste vous énumérer un petit peu les problématiques qu'elle rencontre au sein de ces espaces écoute santé. Donc ce qui est bien, c'est qu'on les a nommés espaces écoute santé pour éviter la stigmatisation justement. Et les personnes se retrouvent dans un endroit, donc dans les mairies de quartier, et pas dans un espace de soins, ce qui est bien, parce qu'ils en ont besoin de ne pas se sentir, entre guillemets, malades. Ils sont là pour exprimer leur parfois mal-être ou leurs difficultés, et on essaye de trouver avec eux des solutions, parce que souvent les solutions, ils les ont en eux. Et ils les trouvent, on sert seulement, enfin Julia sert de levier sur la découverte des solutions. Donc assez souvent, elle a eu des problématiques de deuil, des personnes qui étaient en deuil et qui ne savaient pas vers qui se tourner, donc elle les voyait une, deux ou trois fois, et après elle les dirigeait vers des associations qui pouvaient leur venir en aide, et ça a quand même beaucoup aidé beaucoup de gens. Bon, la santé mentale, ça, elle y fait face dans certains quartiers plus que d'autres, où là, justement, elle sert de levier pour le CMP, puisque c'est des personnes qui ne voulaient pas y aller, pour ne pas être étiquetées psy, malades mentaux, enfin voilà, tous les termes qu'ils ont pu entendre. Donc, un lien est créé entre le CMP dont ils dépendent et le patient, et en général, au bout de l'accompagnement, elle arrive à les faire accrocher, et ensuite qu'ils y retournent et qu'ils n'aient pas plus peur de cette structure. Ensuite, on a eu des problèmes d'angoisse, d'anxiété, de phobie. Ça arrive, la dépression, l'isolement. Elle a reçu une personne qui souffrait d'un syndrome de Diogène. Alors, le syndrome de Diogène, c'est un peu compliqué, mais ça permet, grâce au CLSM, justement, de pouvoir
coordonner tout ça et coordonner les actions au domicile de ces patients, puisque de fait, c'est un peu plus compliqué qu'ailleurs, et donc d'y insérer des réseaux, d'y insérer le CLSM et des accompagnements pour que les patients soient maintenus à leur domicile et que ça se passe le mieux possible. Allez-y, il faut terminer là. D'accord. Bon, on a eu des conflits familiaux, des séparations, des divorces, le cancer, la violence conjugale, l'alcoolisme, la recherche d'emploi et de chômage. Ça. Les situations précaires, le logement, parce qu'une personne qui n'a pas de logement, elle ne pense pas du tout à se soigner, ni au niveau mental, ni au niveau de sa santé pure, puisque sa priorité, c'est de trouver où dormir. Donc voilà. Le handicap physique, la fertilité et les patients souffrant du VIH. C'est ce genre de personnes qu'elle rencontre régulièrement et qu'elle aide, et je me dépêche. Voilà. Non, merci pour ce témoignage. Alors vous êtes allé directement dans les quartiers, monter des accueils pour les habitants. C'est encore plus en proximité que les CLSM en général, en mettant des points d'accueil. Intéressant. Sans les CLSM, ce serait difficile parce que depuis qu'il y a le CLSM, Marina est très dispo, alors du coup, on en profite un peu. Mais on a réussi à quand même débloquer des situations qui traînaient depuis plus de 3 ans, avec des personnes qui étaient vraiment qui souffraient énormément et pour lesquelles on ne pouvait pas faire grand-chose. Merci beaucoup. Alors là, on va avoir pour terminer l'intervention conjointe de Bernard Topuz et de Gérard Esmiol, alors qui vont devoir aussi rester dans les 10 minutes, mais qui en plus doivent témoigner de 2 territoires différents, l'un de la ville de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, et l'autre de la ville de Digne-les-Bains. Mais on vous laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, je viens de Digne-les-Bains. Digne-les-Bains, c'est dans les Alpes-de-Provence. C'est une petite commune de 16 000 habitants, et il y a un hôpital psychiatrique depuis 60 ans. Alors, pourquoi on a créé un conseil local de la santé mentale? Comment c'est venu? C'est venu malheureusement parce qu'il y avait une personne qui était en souffrance dans la ville et qui dormait, on va dire, à côté des poubelles dans une rue. Le commerçant a appelé la personne au standard. Elle lui a dit, écoute, il y a une personne qui dort dans la rue et si cette personne meurt, c'est pas de ma faute, maintenant je viens te le dire. Alors la personne qui est au standard, elle m'a appelé, elle me dit, écoute, il y a une personne, le commerçant m'a appelé, il m'a dit qu'il y avait une personne qui dormait dans la rue, et si elle meurt, moi maintenant, je te l'ai dit. Voilà. Alors, moi j'étais en train de rouler en voiture, et j'ai appelé la police nationale, j'ai demandé que cette personne soit amenée au centre hospitalier, et qu'elle soit placée pour la nuit, pour éviter qu'il arrive le problème. Le lendemain, quand je suis allé au pôle social, je revois cette dame qui errait et j'étais un peu en colère et je m'en suis pris à la personne du secteur de l'hôpital psy en lui disant c'est pas possible qu'elle soit là, maintenant c'est à vous de faire quelque chose et autre. Et j'ai dit s'il faut faire un placement, je ferai un placement ou autre, mais je la voir là, cette personne, il faut la protéger. Alors, tout simplement, la police municipale m'a dit non, Gérard, tu ne peux pas faire ce que tu veux, c'est pas possible. J'ai dit, je veux rien savoir, je veux que cette personne elle soit protégée et il faut l'enlever de là. Alors, on l'a enlevé pour la journée, excusez-moi le terme, et on l'a ramené pour trouver un lieu d'hébergement. Et le lendemain, quand les choses étaient un peu plus calmes et sereines, la directrice du CCS, elle me dit, écoute, aujourd'hui, une possibilité, c'est de créer un conseil local dans la santé mentale. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Elle m'a expliqué et tout. Et elle me dit, tu vas voir, il faut qu'on crée cette structure et qu'on voit comment on peut faire. Alors on a fait un débat et on a fait venir Laurent Elgozi et Jean Furtos, qui nous ont beaucoup aidés. Parce que dans le débat, il a été très prenant et les 2 intervenants sont brillants. Et à la sortie du débat, quelques jours après, on a convenu que toutes les associations sur l'île, que ce soit le GEM, Isatis, l'UNAFAM et l'UDAF, les structures, on va dire, d'État, on se rencontre et qu'on va ensemble le
conseil de santé mentale. Ça, au début, ça a été un peu compliqué parce que chacun était dans ses précarés. Même si dans une petite ville, on se connaît tous, on a besoin de se connaître, mais surtout, on a besoin aussi de, quand ça ne va pas, on dit c'est la faute à lui, c'est la faute à l'autre, mais c'est pas ma faute à moi. Et moi, dans ma ville, j'ai dit non, il y a autre question qu'on continue comme ça. Chaque fois qu'il y a un problème, on va essayer de le régler, on va essayer de le régler ensemble. Alors, toutes les associations, que ce soit l'UNAFAM, le GEM et l'UDAF, ont une subvention de la ville de Digne. C'est important parce que tout à l'heure, on parlait de financement et par rapport à ceux qui sont pris du gouvernement, je souhaite aussi qu'ils fassent remonter qu'à un moment donné, il faut aussi de l'argent pour que les gens puissent se soigner et que les soignants aussi ils vivent avec des salaires décents. Après, je pense qu'on a réussi à continuer. Alors, au niveau du conseil municipal, il a fallu adhérer à une brochure du niveau national. On m'a dit, tiens, il faut faire passer ça, ça vaut 200 €, c'est pas mal et tout. Et là, j'ai été surpris parce que c'était le groupe de l'extrême droite qui m'a posé la question, mais combien de personnes qui ont des troubles psychiques dans la ville? Et là, j'ai répondu, il y a 12%, mais au sein des élus, il y a 20%. Mais pour vous dire aussi, à quelques mois des élections, comme quoi, si il y a le camp des républicains, de ceux qui ont des valeurs républicaines, il y a quand même un camp qu'il faut faire attention, c'est le camp de l'extrême droite. Et je tenais à vous mettre en garde. Après, en ce qui concerne les groupes, parce que ça fait 7 ans que ça fonctionne, il y a chaque année le CISM. Alors, on a fait le sport, la culture, la radio, je crois qu'on a tout fait. Et l'an dernier, il y a un technicien qui commençait à me dire, mais voilà, maintenant il faudrait sortir des sentiers battus parce que c'est à peu près le même ronron et tout. Et comme je l'ai dit, moi je ne suis pas un élu qui supporte comme sur les pompes. J'ai dit aux techniciens, écoutez, il faut qu'on se dise les choses ici. On se dit ce qui va bien, on se dit ce qui ne va pas et comment il faut évoluer. Alors, l'évolution qu'on va avoir pour l'année 2020, c'est aujourd'hui de ne plus être dans l'entre-soi, tranquillement, avec la musique, un peu de l'art et autres. C'est on va aller dans les supermarchés, on en a 2, 3, 4 dans la ville, et à la rencontre de la population. Alors je leur ai dit, attention, ce ne sera pas le monde des bisounours, on va prendre des coups, il faut le savoir. Ils ont dit d'accord, on va y aller, on va discuter, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas aussi qu'on soit toujours entre nous. Il faut à un moment donné aller aussi à l'extérieur et évoluer. Là-dessus, c'est convenu et je pense que ça va aller. Après, on a fait aussi, pour continuer dans la ville, on a fait un autre débat sur l'habitat. Parce que nous avons une structure au niveau de la ville de Digne, c'est les Amis de la Tour, c'est la structure du lieu qui gère des appartements. On en a à peu près, ils en ont à peu près je crois que ça fait 140 personnes qu'on arrive à loger. Alors, sur Digne-les-Bains et les villages et les villes aux alentours. Et à un moment donné, il fallait aller un peu plus loin. Et pourquoi on a fait aussi ce débat? Parce que très souvent, parce que je suis aussi élu de la politique de la ville, et très souvent dans les centres-villes, on concentre tout le mal. Ça veut dire les personnes immigrées, les personnes qui sortent de prison avec les bracelets, les personnes les plus pauvres et les personnes qui ont des troubles psychiques. Et je ne voulais surtout pas, comme ça, moi, je vous dis les choses comme je ressens, qu'on devienne ce qu'on appelle la succursale de l'hôpital, qu'on concentre les mêmes mots au même endroit. Et à un moment donné, on a demandé, on a fait ce débat. Et alors là, il est venu 2 autres intervenants. Alors c'est Jean-Luc, qui est par là, excusez-moi, je cherche ton nom, de famille. Voilà. Et une charmante dame qui est à côté de... qui est là, voilà. Qui est venue aussi, oui, c'est bien vous, qui est venue. On a fait un très bon débat, c'est pareil. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez aussi la chance d'avoir des bons intervenants, alors je ne le dis pas pour passer la brosse à relire, mais c'est important aussi qu'on se dise les choses. Et là, on va continuer à aller plus loin, parce qu'à un moment donné, il faut aussi discuter avec les professionnels de l'habitat, parce qu'à un moment donné, aujourd'hui,
quand on a des moyens, et très souvent c'est même compliqué d'avoir un logement, parce que on sait bien que par rapport à la caution et autres, c'est assez difficile, et par rapport au vivre ensemble, parce qu'à un moment donné, très souvent on vous dit mais attends, cette personne va venir habiter dans le bâtiment, attention, il ne faut pas mettre n'importe qui, on ne veut pas de problème, l'appartement peut se dégrader, ça va être plus compliqué, ça peut perdre sa valeur. Voilà, il y a toutes ces discussions, et aujourd'hui je pense que le CLSM, tout à l'heure Laurent parlait qu'après sa naissance, l'adolescence, il continue toujours à le faire évoluer. Je pense qu'à un moment donné, pour nous et pour la ville de Digne et les élus et les techniciens, c'est de continuer toujours à aller de l'avant pour essayer d'améliorer les vivre ensemble, parce que c'est pas un mot que je dis comme ça, mais on a besoin qu'à un moment donné, tous les citoyens vivent tranquillement dans la cité. Et là maintenant, il faut qu'on compare un petit peu. Ce qui se passe à Montreuil, c'est que vous avez largement, voilà. L'enjeu, c'était effectivement de pouvoir comparer des territoires très différents. Alors Montreuil, monsieur Topus. Des fonctions aussi différentes, puisque un élu est un fonctionnaire territorial. Donc je suis médecin de santé publique et je travaille à Montreuil depuis 7 ans. J'ai participé à l'élaboration, enfin à la création du Conseil local de santé mentale. Alors mon exposé va être en 3 parties, un peu comment ça a démarré, ensuite le processus et quelques éléments de résultats. Donc au début, il y avait des bonnes fées autour du berceau, on a déjà parlé de Pauline ce matin, mais il y avait aussi le CCOMS et du Santé publique territoire, qui avait produit des tas de documents assez clairs sur l'organisation du CLSM, un cahier des charges. Là, par exemple, il y a une petite fiche très bien faite, fiche outil, le Conseil local de santé mentale, avec la collaboration du CCOMS. Donc des fonctions assez claires, et puis un financement en Ile-de-France qui était clair, puisque le Claude Evin, le premier directeur de l'ARS, avait dit moi je financerai la moitié des salaires des coordinateurs CLSM dans les villes où il y a des quartiers politiques de la ville, et les collectivités financeront l'autre partie. Alors il y avait aussi des souhaits immédiats d'acteurs pour la résolution de situations problématiques complexes, avec la volonté des élus, des bailleurs, des travailleurs sociaux de solutionner ces situations et d'aller vers du mieux vivre ensemble. Dans le 93, on a appelé alors ici sur la diapo, il y a marqué cellules de cas complexes. Nous, on a collectivisé dans le 93 une autre appellation qui correspond à une vingtaine de villes du 93 sur 40, qui s'appelle Réunion d'évaluation des situations d'adultes en difficulté, RESAD, avec le R qui a un double sens, à la fois réunion et réseau. Parce que dans ces réunions, on apprend à élaborer ensemble, à se faire confiance, et c'est un formidable lien entre les acteurs. Alors, ces réunions d'évaluation, bien sûr, elles nécessitent un cadrage avec de l'éthique, donc une charte, des outils, et le CCOMS a d'ailleurs publié un repère sur les commissions de réflexion et d'aide pour les personnes en situation difficile, qui donne énormément de cadres et de perspectives sur la tenue de ces réunions. Alors ma deuxième partie sur le processus, finalement dans un CLSM, on essaye de pointer à améliorer en priorité, parce que le champ de la santé mentale est extrêmement vaste, et donc on est entre un diagnostic local, diagnostic départemental maintenant avec les PDSM, et puis des opportunités qui se présentent au fur et à mesure. Bon, diagnostic local, par exemple, à Montreuil, en matière de périnatalité, on a déjà une unité d'accueil personnalisé des femmes enceintes vulnérables et une unité de pédopsychiatrie périnatale, donc ça n'a pas été une priorité, on ne s'est pas penché tellement sur ça. Par contre, si on prend l'histoire de Montreuil, il y avait 120 lits hospitaliers,
il y a 40 ans. Maintenant, il y a 24 lits. Et contrairement à des villes comme Le Havre, où le secteur psychiatrique a rendu l'argent pour développer des associations d'accompagnement dans la ville, à Montreuil, ça n'a pas été le cas. Et donc, la problématique du logement a été principale. Je parlais de diagnostic local, mais diagnostic départemental, on a parlé du PTSM. Nous, les conseils locaux de santé mentale, on a été associés à l'élaboration du PTSM. On était plusieurs à participer à des groupes de travail. Et les textes du PTSM disent que quand il est proche de la situation, ils doivent être présentés aux conseils locaux de santé mentale. Alors je dis tout ça parce que c'est une articulation à soigner, parce qu'on sent bien qu'il y a une sensibilité forte entre une déclinaison verticale du PTSM et au contraire une intégration avec les dynamiques locales. Troisième volet des processus, c'est des opportunités qui n'arrêtent pas de se présenter à un conseil local de santé mentale. Donc par exemple, on a la Ligue pour la santé mentale qui avait un programme assez élaboré pour lutter contre le harcèlement à l'école, dans lequel on est rentré avec l'histoire, bouc émissaire, harceleur, témoin, passif. Bon. Et ensuite, ces opportunités, il faut arriver à les intégrer dans une dynamique avec une vision transversale, critique, intégrative. Ça veut dire que quand Psycom est venu nous proposer d'agir aussi dans les collèges, on avait déjà ce programme et c'était important qu'il y ait une cohérence et une unité. Voilà, alors attention à gérer à la fois un équilibre entre des actions descendantes, top-down, et puis des actions ascendantes, et puis aussi différencier dans un CLSM la différence entre des actions ponctuelles et des actions en long cours. Par exemple, on a fait une animation sur la problématique des écrans chez les jeunes enfants, mais c'était une animation une fois avec tous les professionnels de petite enfance. Alors maintenant, je vais terminer avec les deux actions au long cours qu'on a un peu plus développées. Donc sur le logement et la deuxième action sur les passerelles vers les droits et les soins. Et avant de développer brièvement ces deux actions, je voudrais dire que le CLSM et son coordinateur, il a une fonction plus générale de liant entre diverses institutions. On a parlé de la coordination avec tous les sens qu'il y avait, liant avec les bailleurs, avec les travailleurs sociaux, avec le juge des tutelles, avec l'éducation nationale, les conseillers principaux d'éducation, on fait des actions sur le harcèlement, avec le commissaire de police, et que finalement, ce liant est très important à la fois pour mener des actions collectives, pour mieux gérer ensemble des situations complexes, et pour définir ensemble un certain nombre de protocoles. Alors, sur le logement, on a travaillé pour favoriser l'accès et le maintien dans le logement et l'accompagnement des personnes, accès qui suppose de développer le logement accompagné, les places spécifiques, en pension de famille, en logement diffus, avec des accompagnements divers, avec toute une gamme de possibilités de financement qui se sont ouvertes, notamment avec le handicap, les prestations de compensation du handicap. Voilà, le maintien dans le logement également est quelque chose de fondamental. Il suppose une bonne relation avec les bailleurs, d'être en mesure d'intervenir tôt et de prévenir les processus d'expulsion, créer cette bonne relation avec notamment des dispositifs concertés d'évaluation des situations a été une étape importante. On a sensibilisé tous les gardiens d'immeubles du bailleur principal de Montreuil. Ça a aussi été une étape formidable pour changer la dynamique de coopération et de compréhension de la santé mentale. Et nous avons compris qu'il était important que se fasse un travail aussi plus politique pour mettre en place un protocole visant à prévenir l'expulsion des personnes, notamment sous protection juridique. Et le conseil départemental organise au mois de décembre une journée sur ce thème. Alors, la deuxième action qu'on a développée, et j'ai bientôt fini, on a soutenu une association, Bolder, qui est gestionnaire d'un groupe d'entraide mutuelle et qui finalement ressentait dans ce groupe d'entraide mutuelle l'isolement d'un certain nombre de personnes. Et Bolder donc, a imaginé qu'à côté du groupe d'entraide mutuelle, il y a une petite équipe d'accompagnateurs psychosociaux susceptibles de prendre contact avec des personnes très éloignées des soins du droit, avec un comité de pilotage de cette association Bolder qui comprend la psychiatrie. Le travail a été présenté au
généralistes de la ville, aux assistantes sociales, et donc il y a une petite équipe d'accompagnateurs psychosociaux qui ont une formation psy de base, certains psy retraités, d'autres qui travaillent en libéral mais qui ont un peu de temps et pas énormément de... Voilà, et qui peuvent accompagner des personnes assez éloignées sur une quinzaine de séances. Et la même dynamique s'est faite sur Saint-Denis, qui est l'autre grande ville de Seine-Saint-Denis, avec une association qui s'appelle La Trame. Pour conclure, je dirais que pour que cela marche, un CLSM, il faut qu'il y ait des faits initiaux qui se penchent sur le berceau, mais il faut qu'il y en ait d'autres. Et ces autres faits, ce sont les autres élus municipaux. Parce que c'est bien beau d'avoir l'élu à la santé, mais si on n'a pas l'élu au logement, si on n'a pas l'élu à la culture, si on n'a pas l'élu à la médiation, et pour cela, il y a eu un moment très extraordinaire dans le CLSM, c'est Psycom est venu animer avec nous 2 demi-journées pour la sensibilisation des élus. On a eu 6 élus qui ont été présents. Donc le maire avait pris position en disant « j'encourage l'ensemble des élus à y aller ». Et à la suite de ça, dans les assemblées plénières, il y a un certain nombre d'élus municipaux qui sont présents au Conseil local de santé mentale. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, vous êtes un collègue de Seine-Saint-Denis et ça m'intéresse qu'on parle de Seine-Saint-Denis. Juste une petite... vous parliez du rôle des élus et moi ça me paraît indispensable que les élus soient impliqués, si nous n'arrêtons pas de le dire avec élus santé publique et territoire. Mais pour revenir sur le PTSM du 93, dont l'écriture a été finalisée, qui est vraiment qui est en état d'avancement tout à fait correct, les CLSM ont été impliqués, mais les élus locaux n'ont pas été impliqués. Je n'ai été invitée à aucune réunion de construction du PTSM. C'est les CLSM par l'intermédiaire de leurs coordinateurs, mais pas les CLSM par l'intermédiaire de leurs élus. Et ça me paraît indispensable que... Et je m'adresse à M. Bélivier, qui tout à l'heure parlait du déploiement des PTSM quand nous réclamons les déploiements des CLSM. Si les PTSM sont faits sans les élus, ça n'est pas... Enfin, on sent bien qu'il manque une dimension importante. Par exemple, c'est le cas dans le 93. Est-ce qu'on prend des questions ou est-ce qu'il est l'heure? Est-ce qu'il y a une petite question très importante dans la salle? Parce qu'on est très en retard, donc là, on dirait... Bonjour, je m'appelle Pascal Rollet, je suis usager. Et tout à l'heure, on a fait une ronde, la phrase « Donner la parole, c'est le plus sûr moyen que les usagers la prennent ». Alors je vous demande, est-ce que je peux prendre la parole? Voilà. Ben, merci beaucoup. Donc, je suis secrétaire de l'association Étoile Bipolaire. Et en fait, je viens pas pour vous présenter l'association, tout le monde s'en fout. Mais l'association est une association d'usagers locale. Et si je ne me trompe pas, le CLSM, c'est les conseils locaux de santé mentale. Donc je pense que j'ai mon droit à la parole, et comme je l'ai dit tout à l'heure, je prends la parole. Merci beaucoup de me la donner. En fait, ce que je voulais mettre dans tous vos petits cerveaux, c'est qu'en tant qu'usager, on est d'abord malade. On ne sait rien faire. Ce qu'on veut, c'est qu'on nous enlève la souffrance psychique. Vous me dites si vous avez des oppositions ou modifiez ce que je raconte. Après, on devient patient. Attends, on a la salle d'attente. Bon, là, on est un peu passif. Et en fait, il faut informer les patients qu'ils ont la possibilité de devenir usagers. Le tout est dans la posture qu'ils veulent prendre, mais aussi qu'on leur donne. Si on ne les informe pas qu'ils peuvent être usagers, vous ne les verrez jamais ici, sauf les militants qui ont choisi de prendre le drapeau d'usagers et de faire entendre leur voix, comme je le fais, comme Vincent de Massier l'a fait. Alors l'important, c'est peut-être d'informer les patients, là où ils se trouvent, dans les cabinets de psychiatres, qui peuvent devenir usagers, et qui le sont d'office, usagers en santé mentale, comme vous. Vous êtes tous usagers en santé, pas forcément mentale. Et vous êtes tous citoyens, comme nous, usagers, nous sommes citoyens.
Alors voilà ce que je voulais dire, j'espère que ça a un petit peu. C'était le début de mon intervention. Merci, monsieur. Il n'y a pas une question entrée. Il y en a une là-bas au fond. Après, on clora nos débats pour la matinée. Bonjour, je suis chargée de mission pour les CLSM du Haut-Rhin. Et là, à travers la table ronde, on a vu beaucoup d'exemples de ce qui pouvait être produit dans le cadre des CLSM et des questions que ça soulève. Mais ce matin, dans la première table ronde, en fait, monsieur Bellivier, je vous ai entendu parler de l'intérêt des CLSM pour la construction des PTSM, mais pas vraiment de l'intérêt des CLSM en tant que tel. Et du coup, je m'interrogeais sur la perception qu'avait l'État en fait de ces CLSM et les moyens ou pas, enfin la volonté de l'État de continuer à investir ou à s'investir dans les CLSM. Voilà. Et permettez-moi d'ajouter 2 mots. Au-delà des CLSM, la volonté de l'État à investir la vie des citoyens handicapés psychiques, en mal-être psychique, dans la cité. C'est-à-dire de développer des moyens pour permettre d'avoir accès au transport, à la culture, aux loisirs, etc. Au logement, bien entendu. Accompagnement, portage de repas, changer une ampoule, enfin, toutes ces petites choses du quotidien qui, pour l'instant, sont quand même un petit peu compliquées. Merci. Je vais avoir du mal à faire une réponse complète sur des sujets aussi vastes, mais la dimension d'accompagnement, je pensais avoir été clair, et on peut se référer à la feuille de route telle qu'elle est écrite, mais la dimension d'accompagnement, elle est bien incluse dans la doctrine de cette reformation de l'offre de soins. Quand on parle de parcours et de diversité d'intervenants dans la construction de ces parcours, on intègre l'ensemble des dimensions dont la personne a besoin. Et probablement donc à l'occasion moins strictement centré sur le sanitaire. Alors ça se retrouve au travers de plusieurs actions qui sont décrites dans cette feuille de route. Évidemment que dans l'organisation des choses à l'échelle d'un territoire, c'est pour ça que j'ai fait un focus sur les projets territoriaux de santé mentale, comme cette organisation, elle va saisir des opportunités et rencontrer des difficultés qui ne sont pas les mêmes en fonction des territoires, c'est pour ça que c'est très important que cette énoncé des besoins et les organisations qu'on a en face sont à la main des acteurs du territoire. À cette occasion-là, on découvre que les CLSM ont un rôle d'intégrateur très important, c'est ce que je me suis efforcé de dire. Alors, pardon si on l'a vu dans les autres interventions, et en particulier dans la deuxième table ronde, évidemment que les bénéfices, en tout cas les vertus des conseils locaux de santé mentale ne se limitent pas à la bonne dynamique des projets territoriaux de santé mentale. On a vu que le spectre d'action était en réalité beaucoup plus large. Et c'est en cela, il porte bien son nom, on n'est plus sur des sujets de santé mentale très vastes, que sur des sujets strictement de troubles mentaux. Même si la notion de santé mentale est à convoquer dans la trajectoire des personnes qui ont une pathologie psychiatrique. Parce que ce sont bien deux notions différentes. Donc, je pense que c'est une vision qui est partagée par la puissance publique, que ce soit au niveau des ARS, que ce soit au niveau du ministère. Vous appelez également de vos voeux un soutien supplémentaire, on l'a attendu, il est sous-jacent à votre question. Je pense que c'est une dynamique synergique, c'est-à-dire que faire reconnaître le succès et le rôle central à l'échelle d'un territoire des conseils locaux de santé mentale, c'est aussi favoriser, enfin en tout cas encourager le soutien de l'ensemble des parties, y compris la puissance publique. Donc je pense que c'est voilà, le succès dont on fait état aujourd'hui. Alors certains disent c'est formidable, on est à plus de 200 conseils locaux de santé mentale en quelques années. D'autres disent bah oui mais la cible c'est 600 ou 800.
Donc ça dépend comment on regarde les choses, mais je pense que c'est, si on veut prédire l'avenir, on peut regarder ce qui s'est passé récemment et on peut être quand même assez optimiste sur la montée en puissance de cette dynamique. On espère que cette dynamique va faire contagion. Je vois bien les attentes sur il faut légiférer comme ça, tous les élus se saisiront de l'outil. On a eu aussi d'autres commentaires pour dire qu'au contraire, il fallait plutôt faire de la pédagogie et avoir recours à des outils de contagion. Bon, moi j'ai pas de religion par rapport à la bonne stratégie pour continuer à faire école auprès des communes qui ne se sont pas encore dotées d'un conseil local départemental. Mais en tout cas, on a beaucoup parlé de pédagogie et le travail du CCOMS et de élus santé public territoire y contribue. Enfin, en tout cas, ce n'est pas que à la main de la puissance publique, c'est ça que je veux dire, mais la puissance publique, au travers de ses succès, et on en a eu beaucoup d'exemples aujourd'hui, continuera à soutenir. On a quand même une logique pragmatique qui est qu'on préfère les trucs qui marchent que les trucs qui ne marchent pas. Merci d'avoir clarifié un petit peu cette différence d'objet entre CLSM et PTSM. Ça nous paraît important à nous. Ici, on défend les CLSM. Les PTSM sont des objets qui arrivent dans le paysage et qui sont sûrement très intéressants, mais je pense qu'il faut bien clarifier la différence entre les deux, sur le rôle de l'élu et sur la question de la proximité, évidemment.